Imaginez que vous êtes là. Nous sommes en 1815. Le soleil des Antilles n'est pas une invitation au paradis, c'est un bourreau qui brûle la peau. L'air à Saint-Domingue ou à la Martinique est lourd, saturé par l'odeur sucrée et écœurante du sucre qui bouillit, mélangé à l'odeur âcre de la sueur humaine et de la peur. Vous entendez le claquement du fouet, mais il y a quelque chose de nouveau dans l'air, un silence différent. Pour la première fois depuis des siècles, les navires négriers qui traversaient l'Atlantique se font rares. La pression internationale et l'interdiction de la traite commencent à serrer le cou des propriétaires terriens. Mais ne vous y trompez pas, il n'y a pas eu d'éveil de conscience, il n'y a pas eu d'humanité. Ce qu'il y a eu, c'est un problème de logistique. Pour le planteur français, l'esclave n'a jamais été un être humain, c'était un bien meuble, un outil qui s'usait. Et maintenant, la pièce de rechange coûte cher. Le marché de la chair humaine venant d'Afrique ferme ses portes. Que faites-vous quand votre machine à profit cesse d'être importée? Vous commencez à la fabriquer sur place. Bienvenue dans le chapitre le plus sombre et le plus caché de l'histoire coloniale française. Un secret que la France a tenté d'enterrer sous des montagnes de papier bureaucratique et de discours de civilisation. Nous allons entrer dans les haras humains, là où l'amour était interdit, le sexe mécanisé et le ventre de la femme noire transformé en compte bancaire le plus lucratif de l'Empire. Pour comprendre l'horreur, il faut comprendre la logique. Dans le monde moderne, nous parlons de capitalisme. Pour les colons français, l'esclave était le capital initial. Quand la traite transatlantique fut interdite, la valeur d'un homme fort ou d'une femme saine monta en flèche. Ils n'étaient plus seulement des travailleurs, ils étaient des actifs biologique. Les historiens nous racontent souvent la version aseptisée. Ils parlent de croissance démographique dans les plantations. Mais la vérité, celle qui soulève le cœur, c'est que les plantations françaises ont cessé d'être seulement des centres de production de sucre et de café. Elles se sont transformées en centres de génie génétique forcé. Imaginez la froideur de la scène. Un propriétaire français, assis sur sa véranda en bois fin, buvant un vin importé de Bordeaux, feuillette le code noir. Il ne lit pas de la justice, il lit l'article 13. Gardez ce numéro en tête. Il disait que le statut de l'enfant suivait celui de la mère. Si la mère est esclave, l'enfant n'est esclave. Peu importe qui est le père. Cette petite ligne de texte fut le déclic pour la création d'un système de viol institutionnalisé. Le ventre de la femme noire est devenu une imprimante de billets. Chaque grossesse était un bonus. Chaque naissance était un profit pur, sans le coût d'importation. L'approche n'était ni la passion ni le désir, c'était de l'élevage. Les colons ont commencé à observer leurs esclaves comme un fermier observe son troupeau de vaches normandes. Ils sélectionnaient les reproducteurs. Des hommes noirs choisis pour leur taille, la largeur de leurs épaules, la résistance de leurs dents et la force de leurs jambes. Ces hommes étaient souvent séparés des travaux pénibles des champs pour une fonction spécifique et dégradante. Fertiliser le plus grand nombre possible de femmes. Il n'y avait pas de choix, pas de consentement. C'était une obligation biologique imposée sous peine de mort ou de torture. L'homme noir était réduit à un taureau d'exposition. Pour la femme, le cauchemar était double. Elle était l'incubatrice. Si elle ne tombait pas enceinte dans un délai imparti, elle était considérée comme une pièce défectueuse. Des médecins de l'époque, éduqués à Paris, écrivaient des traités sur la manière de stimuler la fertilité des esclaves, utilisant des méthodes que nous classerions aujourd'hui comme des expériences barbares. Elles étaient soumises à des régimes spécifiques, à des examens génitaux humiliants, et si elles échouaient à produire un héritier de chaîne, elles étaient vendues ou châtiées. Alors que la France vivait le siècle des Lumières, elle créait dans ses colonies un système de production de masse d'êtres humains. Pour comprendre ce qu'était un haras humain, il faut oublier tout ce que vous savez sur les maisons. Imaginez une structure dessinée avec la précision d'un abattoir moderne, mais avec l'esthétique coloniale française. Dans les Antilles, l'architecture synonymait de contrôle. Des cabanes spécifiques surveillées pour garantir que le processus biologique ne soit pas interrompu par des sentiments ou de l'affection. Les manuels d'administration coloniale traitaient la procréation comme une science exacte, sous l'euphémisme de l'accroissement naturel. Le rituel de la sélection était clinique. Le chirurgien de l'habitation, souvent traîné à Montpellier, n'était pas là pour guérir, mais pour évaluer la puissance. Il mesurait la largeur des hanches des femmes avec la froideur d'un charpentier mesurant une planche. Si les hanches étaient larges, elles devenaient une ventre productive. L'horreur mécanique commençait par le choix des pères. Le maître décidait qui dormirait avec qui pour obtenir l'hybride parfait. C'était une eugénie primitive. Le reproducteur recevait des privilèges macabres. Plus de nourriture, moins de soleil pour que son énergie vitale soit à son apogée. Il voyait les enfants qu'il aidait à engendrer être emmenés dès le sevrage pour être vendus. Il n'était pas un père, il était un donneur involontaire de capital. Pour la femme, c'était l'expropriation de l'utérus. La grossesse n'était pas une attente sacrée, mais une gestation de marchandise. Si elle tentait d'avorter par des herbes ancestrales, un acte de résistance finale, le châtiment était indicible. Elle était accusée de vol, car le fœtus était déjà la propriété privée du maître. Pour protéger l'investissement, on créait des crèches de plantation.
Les mères retournaient au champ quelques semaines après l'accouchement. Les bébés étaient remis à des femmes âgées pour briser tout lien affectif dès le berceau. Si l'on détruit la famille, on détruit la résistance. Au XIXe siècle, le racisme scientifique servait d'anesthésique à la conscience française. On affirmait que la femme noire ne ressentait pas la douleur comme la femme blanche. On transformait le viol systémique en une mission de préservation. Le profit était astronomique. Un esclave né à la maison, un esclave créole, valait plus qu'un esclave venant d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il était considéré comme déjà domestiqué. Il n'avait jamais connu la liberté. Depuis son premier cri, il entendait que le français et le claquement du fouet. Il était le produit parfait, une machine qui parlait la langue du maître avec le système d'exploitation de la servitude déjà installé. Imaginez maintenant cet enfant. Dès sa naissance, c'est un événement comptable. On note dans l'inventaire un nouvel article, valeur estimée 300 livres. Pour transformer un être humain en rouage, le système français a perfectionné le séquestre de l'enfance. Dès que l'enfant pouvait survivre sans lait maternel, il était arraché à sa mère. On effaçait sa lignée. Pas de nom ancestral, mais des noms comme Jean ou Marie. On ne lui racontait pas l'histoire de ses aïeux guerriers, mais on lui apprenait que son existence était une dette envers son propriétaire. À 5-6 ans, l'enfance se terminait. Les enfants entraient dans les petits ateliers. C'était une introduction pédagogique au fouet. L'objectif était qu'à 10 ans, le corps soit fort et l'esprit totalement brisé. Le profit de cette boucherie infantile finançait l'élégance de Paris et les bals de Versailles. Les enfants étaient utilisés comme monnaie d'échange pour payer des dettes de jeu ou des caisses de vin. Certains étaient envoyés en France comme cadeaux, traités comme des animaux de compagnie exotiques sous des vêtements de soie. Derrière le luxe, il y avait un enfant dont l'esprit était fragmenté par le trauma de la séparation. La résistance était là. Des femmes pratiquaient l'infanticide pour empêcher leurs enfants de vivre cet enfer. Elles préféraient rendre l'âme de leur enfant à Dieu que son corps au maître. Chaque grossesse interrompue était une victoire amère pour la liberté. Les fuites, le marronnage avec des bébés dans les bras prouvaient que l'humanité noire était indomptable. Le haras humain ne voulait pas seulement des travailleurs, il voulait des esclaves parfaits, sans roussine. Ce vide identitaire est ce que nous appelons aujourd'hui le trauma générationnel. Le 27 avril 1848, l'esclavage est aboli. Les livres d'école célèbrent la gloire morale de la République. Mais la vérité est ailleurs. Pendant que les esclaves fêtaient la fin des chaînes, la France calculait les indemnités pour les propriétaires. 126 millions de francs furent versés aux criminels pour compenser la perte de propriété. Les victimes ne reçurent rien. Le grand oubli commença. On brûla les archives ou on les classa secret défense. On nettoya l'horreur pour que les futures générations puissent marcher dans Paris sans sentir l'odeur du sang. Le traumatisme ne disparaît pas avec le feu. Le système des haras humains a laissé des cicatrices profondes. Le racisme structurel, l'hypersexualisation du corps noir, la déshumanisation dans les systèmes de santé actuels, tout cela vient des médecins coloniaux. Le haras humain s'est métamorphosé. Révéler ces vérités n'est pas un acte de haine, c'est un exorcisme. La France s'enorgueillit de sa devise « liberté, égalité, fraternité », mais pour beaucoup, la liberté est achetée par le sang et la fraternité niée pour protéger le patrimoine des bourreaux. Nous vivons dans un monde qui préfère la version aseptisée de l'histoire, mais la civilisation qui a gagné a été bâtie sur les os d'enfants vendus pour du vin. Dévoyer ce secret, c'est arracher le plastique qui couvre ses plaies pour qu'elles puissent enfin cicatriser. Tant que l'État français ne reconnaîtra pas que sa richesse vient d'une industrie de la chair humaine, la justice restera un mot vide, gravé sur du marbre volé. Vous détenez maintenant une connaissance que la plupart n'osent pas affronter. Vous avez vu comment la ville lumière s'est nourrie des ténèbres. Que ferez-vous de cette vérité? Si vous avez ressenti cette indignation, vous faites partie de la résistance. Ne laissez pas ce secret mourir ici. Partagez cette vérité. Parce que l'histoire est sombre, le système est muet, mais notre voix est éternelle. Nous ne faisons que commencer à éclairer les zones d'ombre. À bientôt dans les ténèbres.